Gabriel Lebras a joué un rôle considérable dans la vie, disons, professionnelle d'Henri Desroches. Il suivait ses cours à la Sorbonne, je ne sais pas dire en quelle année, mais ce que recevait de ses cours, de ses conférences, Henri Desroches correspondait absolument à ses questionnements, en tout cas à ses recherches. Et je sais qu'un jour, peut-être la première fois il l'avait entendu, il a abordé le professeur, le maître Lebras, pour lui dire à quel point il était intéressé à ce qu'il enseignait et qu'il fallait qu'il pousse au plus loin. D'ailleurs, je sais qu'il lui a dit, mais ce que vous faites est très très essentiel, très important. Et il l'a poussé encore à travailler dans ce domaine des sciences religieuses, qu'on disait sociologie religieuse à ce moment-là. Mais après, il est allé demander conseil, aide et soutien à Gabriel Lebras lorsqu'il a fallu mettre en route ce qu'il avait cogité avec ses collègues pour créer ce qu'il a appelé le groupe de sociologie des religions. Et Lebras était très intéressé, tout en étant un petit peu inquiet de ces genoux qui le menaient un peu dans des domaines où il ne tenait pas tellement à mettre les pieds. Gabriel Lebras a été pour nous un parapluie, un protecteur, tout ce que vous voudrez, un saint protecteur. Lebras avait été la personne, le bouclier en quelque sorte. Il faisait partie du Centre catholique des intellectuels français, mais c'était un pieux laïc, un universitaire catholique. En même temps, à la Libération, il avait été appelé comme conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères. Et par conséquent, là, il s'occupait beaucoup des nominations d'évêques ou des problèmes qui pouvaient être, des difficultés qui pouvaient exister localement au sein du catholicisme et qui concernaient le Saint-Siège. Donc, il a été là un petit peu un intermédiaire. Hein. Mais dans cette mesure-là, il était un catholique de l'État et non pas un catholique de l'Église. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait que, aux yeux d'un certain nombre d'hommes d'Église, il apparaissait comme suspect. Et qu'on se demandait, mais de quel côté est-il? Ben oui, mais il était du côté de l'université, il était du côté de l'État, tout en étant un catholique certainement convaincu. Et il a toujours raconté comment il avait eu sa vocation de sociologue, ce juriste. C'est-à-dire qu'un jour, il parlait avec un de ses collègues qui était un spécialiste du droit du divorce et du mariage. Hein. Et Lebras lui a demandé, mais combien y a-t-il en France de divorcés et dans le département de la Seine et à Paris, combien y a-t-il de divorcés? Et son collègue éminent l'a regardé de très haut en lui disant, vous savez, moi, je m'occupe du divorce, je ne m'occupe pas des divorcés. Et immédiatement, il a fait tilt, si vous voulez, parce que lui qui étudiait les normes du droit canonique, le problème, il se posait le même problème, mais dans quelle mesure sont-elles observées? C'est ainsi qu'est parti son projet d'une enquête sur la pratique religieuse dans les 40 000 paroisses de France depuis le XVIIe siècle, à partir des registres paroissiaux, des actes de baptême, de décès, de mariage, etc. Bon. Et c'est à partir de là qu'il a donc lancé, qu'il est devenu... Alors, on l'a réputé pour être fondateur de la sociologie religieuse. Il a répondu non, je ne suis que le modeste fondateur d'une discipline qui s'appelle la sociologie de la pratique au sein du catholicisme. Par conséquent, c'est très loin d'être l'ensemble d'une sociologie des religions. Mais alors, avec nous, il s'est ouvert effectivement, disons, au-delà de sa compétence propre, au-delà de son intérêt immédiat pour cette sociologie de la pratique, il s'est élargi progressivement jusqu'à l'ensemble des religions. Lebras, alors d'abord, c'était un peu celui qui avait donné la possibilité d'aborder la religion de manière scientifique, mais avec une ambiguïté, parce que c'était à la fois celui qui en avait donné la possibilité en décidant qu'on allait compter les catholiques comme on comptait les bœufs. Hein. Et cette expression je vais compter les catholiques comme d'autres comptent les bœufs, évidemment, a été assez provocatrice à l'époque. Bon. Mais en même temps, on en parlait aussi comme
un peu le pape de la sociologie de la religion, au sens de celui qui avait institutionnellement permis cette démarche et était le garant de cette démarche face aux autorités ecclésiastiques, parce que l'équipe avait dû prendre une autonomie avec l'autorité ecclésiastique. Bon, moi je me rappelle encore une fois alors c'était pas parmi les pères fondateurs de l'équipe, mais je ne sais plus quel chercheur qui était en lien avec le groupe, à qui son évêque avait dit, mais il faut que vous demandiez un nihil obstat et un imprimatur pour écrire tel livre qui était un livre de sociologie. Le gars lui avait regardé comme ça en disant, mais je suis au CNRS, c'est pas possible de faire une telle demande. Et donc il n'y avait pas encore l'idée, de la part en tout cas de l'Église catholique, d'une indépendance de la sociologie de la religion par rapport à l'Église. Pendant que se déroulaient tous ces mouvements historiques de crise, et puis que nous nous étions attelés à en faire l'étude aussi scientifique que possible et qui n'était pas du tout polémique à l'égard des institutions religieuses, pendant ce temps-là, les institutions religieuses, elles, commençaient à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'ils ont cru que la sociologie pouvait aider à comprendre pourquoi, par exemple, la classe ouvrière en France n'allait pas à la messe. Si on comprend pourquoi, on va pouvoir agir sur les causes, et par conséquent, on rétablira la situation. Et alors, je me rappelle d'avoir eu un jour une conversation avec le chanoine Fernand Boulard, qui a été un pionnier très remarquable dans ce genre d'études. Et j'avais dit à Boulard, mais et si nous nous posions la question inverse, pourquoi diable y a-t-il des gens qui vont à la messe? Alors pour Boulard, c'était fou. Et donc la sociologie dite religieuse, ça voulait dire la sociologie au service de la religion. L'appareil ecclésiastique déterminait ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, et la sociologie doit dire comment on va s'y prendre pour que ça marche. Et c'est là où il y a eu une certaine divergence, alors avec Gabriel Lebras bien sûr, mais d'une façon générale entre ce que nous faisions et la sociologie pastorale. Et ça n'est pas pour rien que notre revue s'est appelée Archives de sociologie des religions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même Durkheim et l'école de l'année, Émile Durkheim et l'école de l'année sociologique. Hein? L'année sociologique avait des séries bibliographiques, plusieurs sections, dont une section de sociologie religieuse. C'est là d'ailleurs où vous voyez l'équivoque, car sociologie religieuse, c'est l'expression qu'on trouve chez Durkheim et qu'on trouve chez Boulard. Hein? Et de toute évidence, elle n'a pas le même sens. Qu'est-ce qui différencie Boulard et Durkheim? Hein? Bon, c'est que Durkheim, c'était la sociologie religieuse. Durkheim était, comme Lévi-Brühl d'ailleurs, puisqu'ils étaient ensemble, comme Marcel Mauss, c'était des gens très marqués par l'anthropologie, finalement, et par l'ethnologie. Hein? Et Marcel Mauss a toujours regretté qu'il n'y ait pas de sociologue pour s'intéresser aux phénomènes religieux contemporains. Il l'a dit. Hein? Si bien qu'en 1930, quand Lebras a commencé ses études de pratique religieuse, il a reçu les encouragements de Marcel Mauss. Hein, il y a pour nous une continuité. Il y a pour nous une continuité et il y a l'héritage d'un passé qui est très riche. Alors ce qu'il y a, c'est que précisément l'année sociologique, c'était avant tout une sociologie universitaire de chambre, si l'on peut dire, de bureau. En ce qui nous concerne sur l'appellation, les choses ont été très claires depuis le début. Hein. C'est-à-dire que sociologie religieuse était un terme qui nous apparaissait équivoque. Hein. À la fois parce que on ne savait pas si c'était au sens durkheimien ou au sens boulardien. Hein. De toute évidence, il n'y avait pas de point de contact entre eux. Deuxièmement, ça nous paraissait présenter un inconvénient, c'est-à-dire qu'on disait sociologie religieuse comme on disait sociologie industrielle, mais comme on disait sociologie criminelle. Hein? Alors, est-ce que ça veut dire que les sociologues qui s'occupent sont des criminels? Hein? Est-ce que ça veut dire que ceux qui font de la sociologie religieuse ont un esprit religieux? Bon, c'est tout à fait autre chose. Bon, alors, c'est là où on a dit il faut renoncer à l'adjectif et il faut passer au substantif. Cette génération-là parlait tout le temps de cette question du rapport entre sociologie religieuse, sociologie des religions. Alors ça, c'était un grand enjeu, la sociologie pastorale, tout ça. Alors, c'était très très curieux parce que quand moi je suis arrivée là-dedans, d'abord
j'avais pas du tout les mêmes. J'avais déjà pas, alors a fortiori la génération d'après, je n'avais déjà plus le type disons de soucis par rapport à cette sociologie pastorale qu'on nous présentait toujours comme une menace aux portes. Mais moi, j'avais pas très bien connu le temps où l'Église catholique instrumentalisait les enquêtes Boulard pour faire de la pastorale. Enfin, et puis bref, si l'Église faisait ça, c'était son problème. Moi, je voyais pas en quoi ça changeait ma manière de travailler sur la religion. Mais je comprends très bien qu'une génération ait eu un grand souci de marquer la distance entre la sociologie académique et la sociologie pastorale qui répondait à des besoins propres de l'institution. Le besoin d'accréditer la légitimité de faire de la sociologie de cet objet-là sur la scène sociologique française leur imposait, je dirais, d'en rajouter sur la question de la neutralité, du rapport à l'objet, etc. Il y avait une suspicion à l'égard de la sociologie universitaire et de la sociologie religieuse universitaire, car c'était l'époque où on pensait, et je crois qu'on le pense encore, que la religion c'est l'affaire de l'Église et non pas l'affaire de l'université. Et par conséquent, quand l'université fait de la sociologie religieuse, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Est-ce qu'on peut finalement faire de la science objectivante sans en même temps trahir les engagements politiques qu'on a eus quand on a estimé que toute parole devait être engagée pour être authentique? Alors justement, quand je me demande aujourd'hui comment nous avons été immunisés, je pense en particulier à la stupéfaction de Gabriel Le Braz quand il a entendu au séminaire d'Ignace Meyerson dans le cadre de ce qui était à l'époque la 6e section de l'école pratique des hautes études. Il avait entendu Émile Poulain raconter, et pas seulement raconter, mais analyser en sociologue et en historien les aventures et les mésaventures des prêtres ouvriers. À aucun moment il n'y avait ni éloge, ni critique de qui que ce soit. C'était une façon d'étudier ce qui s'était passé à ce moment-là, comme on pourrait faire en étudiant Platon ou toute autre grande aventure humaine dans laquelle on n'est pas impliqué directement parce qu'on est dans un camp, dans l'autre, etc. Et alors c'est ça qui étonnait Le Braz, et qui était d'autant plus étonnant que lui était un croyant, il était croyant, c'était un croyant, et il arrivait, lui, avec sa foi dans ses bagages. Et il désignait souvent notre petit groupe comme les 5 doigts de la main. Et dans ces 5 doigts de la main, il y en avait un qui n'était pas comme les 4 autres. Parce que lui, Le Braz, considérait que ce qu'il faisait était directement fait pour l'Église, dans le cadre de sa foi, et avec une très grande difficulté, mais il n'avait pas le même arrière-plan théorique que nous, pas la même histoire. Il ne pouvait pas comprendre qu'il y avait éventuellement un problème là, de pouvoir avoir une très grande liberté par rapport à ces questions d'étude de la religion, complètement déconnecté d'une adhésion personnelle. Par exemple, je l'ai entendu au tout début dire on peut faire de la sociologie du catholicisme, bien sûr, mais on ne peut pas faire de la sociologie de l'histoire de Jésus. Le pasteur, connaissant la société où il vit, saura réformer son ministère et son magistère. Et il faisait partie de ceux qui croyaient qu'effectivement on pouvait remédier à la crise, à la récession de l'emprise du catholicisme sur notre société, tout simplement en ayant des structures pensées scientifiquement. D'une certaine manière, le chanoine Boulard et ses amis et ses collègues ont dévié le projet primitif de Le Braz. Parce que Le Braz ne s'intéressait pas d'abord, disons, à la pratique cultuelle en tant qu'indicateur de la vitalité du catholicisme et, comment dire, et à qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, davantage de pratique. Bon, Le Braz s'intéressait aux problèmes posés par l'écart entre les normes et la pratique.
Ce qui est un problème à la fois d'histoire du droit, si on veut, mais aussi un problème de sociologie. Mais ça n'est pas le problème pastoral. Le Braz ne s'intéressait pas à un problème de pastoral. Le Braz est parti du fait que sous l'Ancien Régime, il y avait 40 000 clochers en France, 40 000 paroisses, et qu'on ignorait tout de la vie religieuse de ces paroisses. Hein? Et on connaissait les normes qui s'appliquaient à ces paroisses, et on ne savait pas quelle était la pratique réelle. C'est ça le problème posé par le Braz. C'est pas de la sociologie pastorale. On parlait quand même de Lebrun très différemment de la manière dont on parlait de Desroches. Desroches, c'était quelqu'un dont on faisait son miel encore maintenant. Lebrun, c'était les fondements, mais des fondements à partir duquel il fallait construire une maison. Et la maison, forcément, ne ressemblait pas aux fondations. Et en même temps, l'équipe en parlait comme d'un père fondateur, mais d'un père fondateur à dépasser. Le Braz, comment dire, aimait beaucoup dire que nous étions les 5 doigts de la main. Quatre jeunes chercheurs et lui, ce qui était une manière de marquer, disons, je dirais presque son caractère d'égalité. Hein. Et effectivement, bon, les 5 doigts de la main, je dirais, c'est 4 doigts et le pouce. Hein. Et de toute évidence, il était le pouce, encore qu'il ne poussait pas beaucoup, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Hein. Alors, il y a une spécificité, pour moi, peut-être de la sociologie de la religion, c'est que la sociologie de la religion a dû s'arracher à une emprise de la religion elle-même, hein, puisque c'était un peu l'époque où finalement les groupements religieux, aussi bien catholiques que protestants, voulaient avoir un peu une sociologie à leur service. Et moi, je me rappelle très bien, dans des milieux protestants, plusieurs fois, on m'a dit que je faisais de la mauvaise théologie. Et je répondais, et Jean-Paul Villem, c'est pareil, on lui disait la même chose. Et je répondais, mais non, je fais pas de la mauvaise théologie, je ne fais pas de la théologie. Bon. Mais la sociologie était vécue comme une sous-discipline de la théologie. Le Centre catholique de sociologie religieuse était une sorte d'interface entre le monde des universitaires et le monde des ecclésiastiques qui travaillaient sur les mêmes faits matériels, mais pas sur les mêmes objets au sens scientifique. Des chercheurs d'origine catholique comme Isambert ou moi, qui travaillions professionnellement sur le catholicisme et par exemple sur la pratique religieuse, nous étions amenés à travailler sur les mêmes questions et à être considérés comme des experts dans ce domaine. Comme le clergé épiscopat en tête a cessé de croire à la sociologie religieuse, il y a eu un moment où il n'y est plus resté que la partie universitaire. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, ce qui était notre apport est devenu l'unique moteur de la vie de ce centre qui a cessé de porter une étiquette religieuse, puis ce centre catholique, ça disait quand même bien qu'il y avait une référence privilégiée avec le catholicisme. Et il y a eu un moment où tout le monde a été d'accord pour dire que c'était fini, ça n'avait plus de sens, ça s'était périmé.